Après 7 avortements lors de sa dernière année d'université, Bella tomba enceinte par erreur pour la 8e fois. Cette fois, malgré tous ses efforts, des pilules aux préparations traditionnelles, en passant par les cliniques clandestines, la grossesse refusait de descendre. Son ventre grossissait, avec lui, la peur. Mais le véritable choc arriva le jour de l'accouchement. Bella se précipita à l'hôpital. Elle cria tout le long du trajet, la sueur tombait à flots, son corps tremblait. Son souffle était court. Les infirmières l'emmenèrent en salle d'accouchement. Les médecins constatèrent que les lumières étaient vives. Tout tournait. Poussez, dit le médecin. Bella poussa. Un bébé sortit, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Le médecin cligna des yeux. Un autre, puis un cinquième, puis un sixième. Oh mon Dieu! Un autre, 7, 8, 9. Continuez à pousser. 10, 11. Bella hurla une dernière fois, sa voix s'élevant comme une sirène. Puis vint le 12e. La pièce était remplie de cris, doux, aigus, de cris de bébés, 12 bébés minuscules, rouges, respirants, vivants. Le docteur s'essuya le front. Vous avez donné naissance à 12 enfants. Bella releva la tête, les yeux écarquillés comme la pleine lune. C'est un mensonge, murmura-t-elle. Comment une personne peut-elle en porter 12? Mais ce n'était pas un mensonge, ils étaient là, 12 bébés enveloppés dans du linge blanc, alignés comme des miches de pain. Certains dormaient, d'autres bâillaient, d'autres pleuraient. Des garçons et des filles mélangés comme du maïs et des haricots. Les lèvres de Bella tremblaient, ses mains tremblaient, elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas bouger. Son nez s'approcha du drap. Madame, qui devons-nous appeler pour le père? Bella fixa simplement le mur. La bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Car comment appeler un père quand on ne sait pas qui il est? La pièce était pleine de vie, et pourtant le cœur de Bella était vide. Et pourtant, ils étaient là, les bébés. 12 bébés vivants qui pleuraient. Et le pire, c'est que Bella ne connaissait pas leur vrai père, pas même un seul en 23 ans de vie. Bella avait vécu une vie insouciante, des fêtes tous les week-ends, de l'alcool et d'innombrables hommes. Pour certains, elle ne se souvenait même plus de leur nom. Alors, quand l'infirmière lui demanda qui appeler, Bella fixa le vide. Le lendemain de sa sortie de l'hôpital, elle s'assit sur le lit, les cheveux rêches, les yeux fatigués. Elle regarda les bébés. Elle regarda à nouveau, son cœur était lourd. Je ne peux pas faire ça, dit-elle d'une voix sèche comme du vieux papier. Je ne peux pas les garder. Sandra se tenait près de la fenêtre, tenant un des bébés, mais Bella, ce sont tes enfants, ils ont tous besoin de toi. Bella secoua la tête. Non, je vais m'en débarrasser un par un. J'ai besoin de ma vie. Je veux dormir, je veux sortir, je veux respirer. Sandra s'approcha. S'il te plaît, garde-en un, même un. Mais Bella détourna le regard. Que vais-je manger avec eux en pleurs? Du lait, Pampers tous les jours. Comment vais-je survivre? Les yeux de Sandra étaient humides. Bella, s'il te plaît, maintenant. Ces enfants sont des cadeaux de Dieu. Garde-en un, même un, tu ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Bella siffla doucement. Un cadeau? Ai-je demandé un cadeau? Elle regarda à nouveau les bébés allongés côte à côte, comme des petites poupées sur un étal de marché. Certains bâillaient. L'un avait les doigts dans la bouche. Ils étaient si petits, si impuissants. Mais le cœur de Bella était comme une boîte verrouillée. Pas de place pour l'amour, pas de place pour la pitié. Cette nuit-là, alors que la lune était basse et que les bébés dormaient, Bella prit un stylo et du papier. Elle commença à écrire des noms. Les noms des hommes avec qui elle avait couché. Elle s'en souvenait, elle en devinait, elle n'avait pas de nom de famille, car elle plia le papier et le cacha dans son sac à main. Demain, elle commencerait. Elle les emporterait un par un et ne se retournerait jamais, tôt le matin, avant que le soleil n'ait fini de s'étirer. Bella choisit 2 des bébés, un garçon et une fille, elle leur donna le bain. Ils furent habillés délicatement de vêtements propres et assortis, et enveloppés dans de doux châles. Leurs petites mains ondulaient dans les airs comme pour leur dire au revoir. Elle les porta dans un petit sac, serré contre sa poitrine. Sandra se tenait près de la porte. « Bella, s'il te plaît, ne fais pas ça », murmura-t-elle, mais Bella ne répondit pas. Son regard était perçant, son cœur figé comme de la pierre dans l'eau. Elle monta dans un taxi et se rendit directement au marché de la ville. Les rues étaient animées, les gens criaient. Les voitures klaxonnaient, mais Bella s'en fichait. Elle s'arrêta devant un portail noir et frappa. 3 fois. La porte s'ouvrit. Un homme se tenait là, grand, sombre, confus. C'était l'un des hommes qu'elle avait rencontrés lors d'une nuit de folie à l'hôtel.
Elle se souvenait de son visage, même si elle avait oublié son nom. L'homme cligna des yeux. Tu veux encore? Bella ne sourit pas. Elle souleva les bébés. Ils sont à toi, dit-elle. L'homme rit. Les miens? D'où dis-tu? Bella s'avança. Nous nous sommes rencontrés ce soir-là. Tu te souviens? Je suis tombée enceinte. Ce sont tes jumeaux. L'homme se gratta la tête. Moi, les jumeaux? Un soir, oui. Bella dit. Tu peux le nier, mais ils te ressemblent. Si tu en doutes, on peut faire un test ADN. Sa bouche s'ouvrit puis se referma. Il regarda les bébés. L'un d'eux éternua doucement. L'homme recula. ADN. Ah, attends. Il resta là un long moment, pensant peut-être que la peur l'avait envahi, peut-être la culpabilité, peut-être la honte. Finalement, il soupira et dit. Mêlé à l'intérieur. Bella hocha la tête et entra. Elle déposa doucement les bébés sur le canapé et se retourna. L'homme dit. Et si je ne peux pas m'en occuper? Bella ne se retourna pas. C'est ton problème, dit-elle. Tu es leur père maintenant. Et comme ça, elle s'éloigna. Pas d'au revoir, pas de câlin, juste le silence. 2 bébés partis, il en restait 10. Le lendemain, Bella choisit un autre bébé. Celui-ci avait un visage rond et des yeux endormis. Elle l'attacha sur son dos et se rendit au bureau d'un riche homme d'affaires. Elle avait passé une nuit avec sa voiture, garée dehors, brillante et fière. Elle frappa. Il sortit vêtu d'un beau costume. Oui, quoi? Bella détacha le bébé et le plaça dans ses bras. C'est ton fils. Cette nuit-là, on a passé la nuit à l'hôtel. Voici le résultat. L'homme recula d'un bond comme s'il avait été piqué. Jamais, tu es fâché. C'est ton enfant. Bella dit calmement. Si tu mens, souviens-toi, Dieu voit tout. Le visage de l'homme changea. Il regarda à gauche, puis à droite, puis derrière lui. Baisse la voix, dit-il. Je ne suis pas là pour crier. Bella répondit. Prends ton enfant, c'est tout. Le bébé éternua. L'homme fronça les sourcils. Bouge vite, je suis marié. Il murmura. Ne viens pas me chercher des ennuis. Il te ressemble, dit Bella. Regarde son nez, ses lèvres. Je ne veux pas de ça. Il dit. Et avant que Bella ne puisse parler, l'homme claqua la porte. Bella resta immobile une seconde. Elle regarda simplement le portail fermé. Aucun mot, aucun bruit. Puis elle se pencha, déposa doucement le bébé près de la porte et s'éloigna. Elle ne se retourna pas. Plus tard dans l'après-midi, elle porta un autre bébé, cette fois dans une petite chambre à Yaba où vivait un pauvre musicien. C'était son vieil ami du campus. Il ouvrit la porte sans la fermer, une guitare à la main. Ah! Bella, ça fait longtemps, lui dit-il, tendant le bébé. C'est à toi. L'homme laissa tomber sa guitare. Ah, Bella, crains Dieu. Que dis-tu? Elle ne sia pas. Ta fille, prends-la. L'homme lui prit la tête. Mais on n'a fait qu'une seule fois. Je m'en fiche. Elle est à toi maintenant. Il cria, il supplia, il maudissait le ciel. Mais Bella déposa le bébé sur son canapé et s'éloigna. Il ne la poursuivit pas. Et ainsi de suite. Jour après jour, tel un colporteur vendant du chagrin, Bella porta des bébés à différents hommes. L'un à un videur de boîte de nuit qui lui avait payé un taxi équitablement. L'autre à un professeur de l'école qui ne la rappela plus jamais. L'autre à un homme qui travaillait dans le hall d'un hôtel, sentant le cigare et le mensonge. Certains regardèrent les bébés et se turent. D'autres dirent « Cet enfant me ressemble » et les prirent. Certains crièrent et la poursuivirent avec des pierres. L'un appela même la police. Bella courut vite comme un voleur dans la nuit, mais elle ne s'arrêta pas. Son cœur était fermé. Son esprit était endurci. À la fin de la semaine, les 12 bébés étaient partis. Sa chambre était calme, plus de pleurs, plus de biberons, plus de couches par terre. Bella s'allongea sur son lit, étira les bras et sourit. « Mon corps est libre », murmura-t-elle, pensa-t-elle. L'histoire était terminée, mais les histoires comme celle-ci reviennent toujours. Bella n'avait pas toujours été comme ça. En fait, elle était vierge jusqu'à sa dernière année d'université. Elle avait été élevée dans un foyer profondément religieux où les dévotions matinales étaient obligatoires. Les jupes ne dépassaient jamais les genoux et les conversations sur le sexe étaient considérées comme des péchés. Ses parents étaient stricts. La voix de son père était grave comme le tonnerre. Sa mère priait matin et soir.
Pas de maquillage, pas de petit ami, pas de plaisanterie. Bella grandit dans une maison où le silence avait un sens et où le péché ne pouvait se cacher. Lorsqu'elle fut admise à l'université, tout le complexe célébra. Sa mère dansa et dit « Ma fille brillera comme la lumière ». Son père hocha la tête. « N'oublie pas d'où tu viens ». Et au début, Bella n'oublia pas. Elle rejoignit une association. Elle évitait les fêtes quand ses colocataires l'invitaient en boîte. Elle disait « Non merci ». Quand les garçons la qualifiaient de « fille bien », elle détournait le regard. Mais comme beaucoup d'autres filles de sa génération, l'école l'avait transformée dès son admission à l'université. Les choses avaient été difficiles. Ses parents pouvaient à peine lui envoyer de l'argent. Certains semestres, elle survivait grâce à des collations et des repas occasionnels offerts par des amis généreux. Elle portait la même chaussure tous les jours. Certaines nuits, elle dormait avec la faim au ventre. Elle regardait ses colocataires changer de perruque chaque semaine. Elle portait de nouveaux téléphones, de nouveaux vêtements, mangeait du riz frit et du poulet comme si c'était de l'air. Au début, elle résistait à leur mode de vie. Elle leur disait souvent « Dieu pourvoira ». Et elle riait en disant « Aide-toi, Dieu aide ceux qui cèdent ». Mais Bella tint bon jusqu'à ce que sa dernière année la brise complètement. Elle avait besoin d'argent pour son projet de fin d'études. Le département avait fixé une date limite et les étudiants se dépêchaient de terminer les leurs. Bella appela chez elle, envoya des SMS et même supplia son pasteur de parler à ses parents. Aucune réponse n'est venue. Sa mère était malade, son père était en difficulté. Elle n'avait personne d'autre. Puis ses amis lui présentèrent un homme, un riche homme d'affaires qui aidait occasionnellement les étudiantes. Il pouvait gérer tout ce qu'elle disait. Il la rencontra par désespoir. Bella convint que l'homme avait une voix doucereuse, était bien habillé et était assis dans un SUV noir qui sentait le cuir et la puissance. Il proposa de prendre en charge toutes ses dépenses, des frais de scolarité au coût des projets et même son argent de poche. Mais il y avait une condition, elle devait coucher avec lui. « Je te donnerai tout ce dont tu as besoin », dit-il. « Mais accorde-moi une nuit. » Bella refusa. Ses oreilles lui brûlèrent. Elle se leva et courut dehors. Ses pieds la portèrent jusqu'à la résidence. Elle retourna dans sa chambre et pleura. Elle dit à ses amis qu'elle ne pouvait pas échanger sa dignité contre de l'argent. Ses colocataires s'assirent sur le lit ce soir-là, riant et se vernissant les ongles. L'une d'elles leva les yeux. « Bella, va voir cet homme. » Elle dit. « Il ne te tuera pas, il te donnera ce dont tu as besoin. » Bella secoua la tête. « Je ne veux pas perdre ma dignité. » Elles rirent. Qui a aidé à la dignité? Les jours passèrent. La date limite du projet se rapprochait. Bella regarda ses camarades rendre leur travail. Elle peinait encore à imprimer son projet. Elle supplia son superviseur de lui accorder plus de temps et reçut une réponse glaciale. Désespérée et honteuse, elle se souvint de cet homme. Un homme riche, conduisant un SUV noir, sentant le parfum et le pouvoir. Elle l'avait rencontré une fois, à une fête, juste en passant. Sa colocataire avait son numéro. Le lendemain matin, elle alla le voir. Son sourire l'attendait. Sa voix était douce. « Tu es revenu ?» dit-il. Bella resta immobile. Ses mains étaient froides. Il lui versa du jus. « Détends-toi » dit-il. « Juste une nuit après ça, tous tes problèmes disparaîtront. » Elle se retourna pour partir. Puis elle se souvint de son projet. Elle se souvint de sa mère qui toussait. Elle se souvint des collations qu'elle avait mangées. Elle se retourna ce soir-là. Bella lui donna son corps. Elle ferma les yeux, retint son souffle et se dit « Juste une fois, juste cette fois. » Le lendemain, il lui donna de l'argent, bien plus qu'il n'en fallait. Elle imprima son projet. Elle le relia et le soumit. À l'heure, elle sourit à ses camarades qui l'applaudirent. Elle dit « Merci ». Mais quelque chose s'était brisé en elle, et ce morceau brisé ne se referma jamais. Après cette première nuit, quelque chose en Bella changea. La ligne qu'elle avait dit ne jamais franchir était désormais loin derrière elle et chaque pas en avant devenait plus facile. Elle commença petit, juste l'homme riche qui l'avait appelé à nouveau. Et elle ajouta, puis un autre homme, puis un autre. Bientôt, elle ne pleurait plus. Elle se mit à sourire après chaque visite. Son sac à main était plein, sa garde-robe changeait. Son téléphone était devenu le dernier modèle. Ses camarades de classe commencèrent à remarquer. « Bella, tu es rayonnante », disait-il. Elle rit et répondit. « C'est la grâce de Dieu. » Mais ce n'était pas de la grâce, c'était l'argent secret de Chevalier Noir.
Elle couchait avec des hommes riches, des vieux, avec des ventres généreux et les poches pleines. Elle couchait avec des professeurs, leur donnant son corps pour des as. Elle couchait avec des camarades de classe, les plus intelligents, qui faisaient ses devoirs. Pendant qu'elle était allongée sur leur lit, son corps devenait un marché, pas de porte, pas de règles. Elle s'en fichait, sa conscience dormait, son cœur était froid, ses yeux étaient secs. Elle n'y pensait pas à la protection, parfois il l'utilisait, parfois il ne l'utilisait pas, parfois elle l'oubliait, parfois elle ne demandait même pas. La plupart de ces rencontres étaient imprévues et imprudentes, parfois dans le bureau d'un professeur, d'autres fois dans une voiture garée derrière l'amphithéâtre, ou même lors d'une aventure d'un soir en boîte. La protection était rarement envisagée. La grossesse devenait un problème récurrent à chaque fois. Ses amis connaissaient déjà la réponse. L'avortement la première fois. Elle pleura la deuxième fois, elle ne pleura plus la troisième fois. Elle savait déjà à quelle infirmière s'adresser. Elle allait la tenir. Son ventre prenait des pilules ou s'allongeait sur des lits métalliques froids. Cette fois, elle l'enleva, cette fois. Elle s'en alla forte, sans peur, sans culpabilité, juste la liberté. Puis, le 8e signe arriva. Elle sentit ces signes. Elle prit les pilules, rien ne se passa. Elle fit bouillir des racines, but tout, rien ne bougea. Elle alla à l'infirmière de la porte de derrière. Les outils la touchèrent, mais le bébé resta. Plus elle essaya, plus il tenait. Et quand le moment arriva, il ne vint pas seul, il vint avec 11 autres. 12 bébés. D'une grossesse récalcitrante. 12 comme un jugement, comme une revanche, et tous donnés de force à différents pères, comme des paquets de Saint-Valentin. Le temps passa, et Bella continua sa vie comme si de rien n'était. Elle oublia les 12 bébés qu'elle avait donnés. Elle enfouit le souvenir au plus profond d'elle-même et embrassa sa liberté. Pendant que ses amis se mariaient et fondaient leur propre famille, Bella rirait et dirait « Quand viendra le moment d'accoucher, je ne peux pas laisser un seul enfant m'empêcher de vivre ma meilleure vie. Si je pouvais accoucher de 12 d'un coup, combien font 2 ou 3 quand je serai prête après l'obtention de mon diplôme ?» L'année suivante, Bella décida qu'il était temps d'abandonner son mode de vie capricieux. Elle voulait se caser, mais seulement avec quelqu'un de riche. Elle finit par épouser un riche homme d'affaires, sa 3e femme. Le mariage fut grandiose, agrémenté de musique, de décorations et de toutes sortes de spectacles coûteux. Mais après la célébration, le silence s'installa. 1 an passa, pas d'enfant. 2 ans passèrent, toujours rien. La première femme murmura. Peut-être qu'elle s'amuse. La seconde rit. Peut-être que son ventre dort. Mais le chef ne souriait pas. Il l'appela un soir. Allons voir un médecin. Le cœur de Bella fit un bond, ses mains tremblèrent. Non, dit-elle rapidement. Je vais bien. Attends, le temps est venu, mais au fond d'elle, la peur lui serrait la gorge. Elle savait ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait enlevé, ce qu'elle avait détruit. Elle évitait l'hôpital, comme un serpent évite le feu. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Puis, un matin, le chef l'appela dans le salon. Son regard était froid. Tu peux partir maintenant. Il dit que tu avais amené. Moi, beauté, mais pas d'enfant. Je ne me suis pas mariée pour la décoration. Il lui donna une enveloppe marron avec à l'intérieur les papiers du divorce. Bella fit ses bagages. Aucune musique ne l'accompagna cette fois, seul le silence. Bella n'abandonna pas. Elle se dit, c'était juste une erreur, je vais réessayer. Et elle le fit. Elle rencontra un homme politique plein de charme. Son visage était toujours sur les affiches. Sa voix était forte comme la radio. Il aimait son apparence, sa démarche, son sourire. Ils se marièrent. Un autre grand mariage. Plus de riz, plus de musique, plus de danse, mais encore pas d'enfants. Les mois passèrent. Puis, 1 an, puis 2, la mère fronça les sourcils de plus en plus chaque jour. « Tu es sûre que tu vas bien ?» demanda-t-il. Bella acquiesça. « Je vais bien », mais son cœur n'allait pas bien. À 3 ans, il était fatigué. Un soir, il se tenait près de la porte et dit « Vas-y, j'ai besoin d'une femme, pas d'une statue. » Il n'a pas crié, il n'a pas supplié, il a juste mis fin à tout. Bella refit ses valises. Les larmes vinrent, mais elles ne coulèrent pas. Puis vint le 3e. Un entrepreneur. Un homme simple, une grande maison, un grand cœur. Il la traitait comme une reine. Il l'emmena faire du shopping. Il l'emmena voyager. Il l'appelait mon rayon de soleil. Bella ressentit la paix pour la première fois depuis des années, mais bientôt, la même question revint. Où est l'enfant ? Les jours se transformèrent en saisons. Pas de bébé, pas de grossesse,
pas d'espoir. Les gens commencèrent à murmurer. Elle est stérile. Elle a gaspillé son utérus. Elle était autrefois sauvage, maintenant elle est vide. Bella. Elle faisait semblant de ne pas entendre, mais chaque nuit, elle fixait le plafond. Quand Bella eut 45 ans, quelque chose changea. Son corps devint silencieux, trop silencieux, mois après mois. Elle attendit que son flux arrive, mais rien ne vint. Le sang s'était arrêté, comme ça. Un jour, elle s'assit sur les toilettes et murmura. C'est fini, plus de lune, plus de chance. La ménopause arriva comme un voleur silencieux dans la nuit, volant la dernière graine de son utérus. Son visage, autrefois éclatant et brillant, semblait maintenant fatigué. Sa peau avait perdu sa vitalité. Ses hanches ne brillaient plus, ne dansaient plus. Les mêmes hommes qui la poursuivaient, autrefois la regardaient maintenant comme l'air. Un jour, elle porta sa plus belle robe et entra dans une fête. Personne ne se retourna, personne ne la fixa. Elle s'assit seule dans un coin, tenant son sac à main. Comme un bébé, son téléphone ne sonnait plus, comme avant. Sa boîte mail restait vide. Le monde avait évolué. Ses parents étaient partis, enterrés dans le silence. Elle n'allait pas sur leur tombe. Elle était trop occupée de leur vivant. Maintenant, le silence qu'ils laissaient derrière eux était plus fort que n'importe quelle musique. Son ami avait des enfants, de grands-fils, de jolies filles. Il lui envoyait des photos de leurs diplômes, de leurs anniversaires, de leur mariage. Elle lui renvoyait des pouces levés et de faux sourires. Parfois, elle se tenait près de la fenêtre la nuit, regardant les autres femmes appeler leurs enfants sous la pluie. Elle pressait sa main contre sa poitrine et disait « Il était une fois 12 ans. » Mais il n'y avait personne dans la maison. Pas de petites chaussures par terre. Pas de jouets dans le coin. Seulement elle et le silence. Le regret. Il rampait dans sa chambre comme un lézard assis sur son épaule, la mordant. Petit à petit, elle essaya de le chasser, mais il ne voulut pas. Car quand la lune s'arrête, on ne peut plus la rappeler, et quand le ventre maternel dort éternellement, aucune graine ne peut repousser. Le jour de ses 50 ans, Bella était assise sur son lit, les mains sur les genoux. Le cœur lourd comme un linge mouillé, des larmes coulaient sur ses joues. Elle regarda autour d'elle. Rien, pas d'enfant, pas de mari, pas de gâteau, pas de voix qui disait « Joyeux anniversaire, maman ». Elle murmura « J'ai été mère, j'en ai eu 12 ». Sa voix tremblait comme des feuilles sèches dans le vent. Puis elle se leva. « Laisse-moi essayer. » Elle dit « Laisse-moi les trouver. Peut-être que l'un d'eux se souviendra de moi. » Elle tapota son petit dos, mit son écharpe et sortit. Ses jambes étaient lentes, mais son espoir était grand. Elle commença par l'homme du marché de la ville. Celui qui avait pris les jumeaux. Sa maison était plus grande maintenant, son portail était plus haut. Elle frappa. L'homme sortit et la fixa du regard. « C'est moi, » dit doucement Bella. « Je suis venue chercher les jumeaux, mes enfants. » Le visage de l'homme devint froid. « De quoi parles-tu ? Je te les ai donnés, » dit-il. « S'il te plaît, laisse-moi les voir. » L'homme détourna le regard. « Ces garçons sont à moi, maintenant ils ne savent pas. Sors avant que j'appelle la police. » Elle frappa le portail. Bella resta là, le vent fit tomber son écharpe. Elle la ramassa et continua. Deuxième maison. Un musicien en difficulté. Sa chambre était toujours la même. Il ouvrit la porte, la vit et fronça les sourcils. « Ah, toi !» Elle sourit faiblement. « S'il te plaît, la fille que je t'ai laissée, où est-elle » Il se frotta le menton. « Je l'ai donnée à ma sœur au Bénin. Elle ne porte pas mon nom. Elle ne sait même pas que je l'ai tenue dans mes bras une fois. » Bella ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il secoua la tête et s'éloigna. Troisième maison. L'homme d'affaires qui avait claqué la porte une fois. Maintenant, il était à l'église. Sa Bible était plus grande qu'avant. Elle attendit qu'il sorte de la messe du soir. « Monsieur, » dit-elle, « vous vous souvenez de moi ?» Il la regarda. Comme si elle faisait semblant de ne pas lui avoir donné un bébé, elle dit « S'il te plaît, je veux juste la voir. » Il prit une grande inspiration. « Cet enfant a été emmené dans un orphelinat. Je ne l'ai plus jamais revu. Ne reviens plus ici. Je suis un homme changé. » Puis il s'éloigna, sa Bible sous le bras, comme si de rien n'était. 3 maisons. 3 portes fermées, 3 morceaux de son cœur disparus. Bella s'assit sur une pierre au bord de la route. Elle s'essuya les yeux, mais les larmes refusèrent de s'arrêter. Bella alla de maison en maison, face à face, rue en rue, mais à chaque porte, elle frappa.
Seule la douleur répondit. Personne ne dit bienvenue. Personne ne dit mère. Seul le silence. Seul le rejet. Certains crièrent. Certains la poursuivirent. Certains la regardèrent comme une étrangère. Ses jambes faiblissantes, sa voix devint sèche. Son cœur se brisait comme de l'argile sur du ciment. Elle s'assit seule dans un parc, regardant les enfants courir et rire. Une fille passa. Tenant la main de sa mère, Bella ferma les yeux un instant. Elle imagina que cette fille était la sienne, juste un instant. Elle sourit, puis son téléphone sonna. L'écran afficha un numéro étrange. Sa main trembla lorsqu'elle répondit. « Bonjour », dit-elle. Une voix faible répondit. « Bella ?» Son cœur fit un bond. « Voici votre ancien professeur. Tu te souviens de moi ?» Elle hocha lentement la tête, les larmes remontant à nouveau. « Oui, monsieur, je n'en ai plus pour longtemps. Je suis malade sur mon lit, mais avant de quitter ce monde, je dois dire la vérité. » Bella serra le téléphone plus fort. « Quelle vérité ? L'enfant que tu m'as laissé est toujours là. Elle s'appelle Tini. Elle a bien grandi. Elle est à l'école maintenant, mais elle ne sait pas qui elle est vraiment. » Bella se leva du banc. Le vieil homme dit d'une voix tremblante. « Viens avant que je parte. Elle mérite de te connaître. Elle mérite de connaître sa mère. » Pour la première fois depuis des années, le cœur de Bella battait d'espoir. Juste une petite lumière. Comme une bougie dans une pièce sombre. Elle fit ses bagages ce soir-là. Elle noua son écharpe. Elle serra son sac fort. Elle murmura. « Peut-être qu'un seul enfant se souviendra de moi. » Et les larmes aux yeux et les mains tremblantes, elle partit à la rencontre de sa fille unique, Tini. Celle qu'elle laissait derrière elle. Celle dont le nom était encore gravé dans son sang. Bella se réveilla tôt le lendemain matin. Elle ne mangea pas. Elle ne but pas. Elle plia simplement ses vêtements. Elle fit son sac et sortit. Pieds silencieux, le ciel était gris, le vent était lent, la route semblait longue. Elle murmura. « J'arrive. Tini, attends. » Au parc, elle monta dans un bus en direction de la petite ville où vivait son ancien professeur. Son cœur battait lentement. Ses yeux fixaient la fenêtre. Chaque arbre qu'il croisait, chaque marché, chaque colline. Bella les comptait dans son esprit. Elle imagina le moment où Tini se tenait sur le seuil, Tini demandant « Es-tu ma mère ?» Et Bella, les bras ouverts, disant « Oui, mon enfant. » Elle sourit pour la première fois depuis des années, son sourire était doux, mais à mi-chemin, le ciel s'assombrit, la pluie commença à tomber. Le bus descendait à toute vitesse une étroite colline. Un klaxon retentit, un cri retentit, un choc électrique, un terrible accident. Du métal plié, du verre brisé, des voix crièrent. Le silence suivit. Et là, parmi les graines brisées et les mains ensanglantées, Bella resta immobile. Ses yeux étaient fermés. Ses lèvres étaient silencieuses. Elle n'atteignit jamais la ville. Elle ne la revit jamais. Tini, elle n'entendit plus jamais la voix de sa fille. Elle ne prit plus jamais un enfant dans ses bras. Juste comme ça. La femme qui avait donné naissance à 12 bébés mourut seule. Pas d'adieu, personne pour pleurer sur son corps, pas d'enfant pour dire qu'elle était ma mère, juste un badge dans son sac et un cœur rempli de regrets. Elle n'a jamais pu revoir aucun des enfants qu'elle a donnés. Elle n'a jamais eu la chance de réparer ses erreurs. Soyez prudents quant à la façon dont vous utilisez votre jeune âge afin de ne pas regretter vos actions à un âge avancé. Tout le monde n'a pas la chance de réparer ses erreurs. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si oui, aimez la vidéo, commentez ce que vous avez appris du conte et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires enchanteresses comme celle-ci. Merci.